Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Lézé, ancien des salles de marché, du conseil aux géants du CAC 40. Il a transformé Capital B, anciennement The Blockchain Group, en quelques mois en première Bitcoin Treasury Company, cotée en Europe avec plus de 2200 bitcoins en réserve, une performance boursière exceptionnelle et une ambition, accumuler 1% des bitcoins d'ici 8 ans. Avant de le recevoir, je remercie le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui nous soutient depuis des années maintenant et qui, depuis 2019, forme les nouveaux talents des nouvelles technologies, en l'occurrence blockchain et intelligence artificielle. 2500 apprenants ont déjà été formés par cette école, dont moi, puisque j'ai passé ma formation de consultant blockchain chez eux. Alors, petite nouveauté en plus qui est assez intéressante, ils ont lancé 2 modules de formation gratuits qui durent chacun 4 heures et qui vous permet de pouvoir tester un petit peu leurs différents modules. Donc 4 heures sur la crypto, 4 heures sur l'IA. Et puis si ça vous plaît, si ça vous donne envie d'en savoir un peu plus, vous prenez rendez-vous directement sur le site internet. Vous trouverez évidemment le lien en description de la vidéo. Vous prenez rendez-vous, vous utilisez le code GRM100 qui vous permet de bénéficier de 100 € de remise sur l'ensemble des formations. Donc des formations, il y en a plusieurs, il y en a plein. Il y a de la blockchain en tant que consultant, en tant que développeur. Il y a de l'IA avec aussi du consulting et du développement informatique. Vous pouvez le faire aussi bien à titre perso ou dans le cadre de votre entreprise pour vos salariés. Et puis surtout, les formations sont pour la plupart certifiées par le ministère du Travail, tant et si bien qu'elles ne vous coûtent pas grand-chose, voire même rien du tout, comme ça a été mon cas, puisque vous pouvez bénéficier des différentes aides type CPF, France Travail, les aides de la région, etc. Et qui vous permet de pouvoir vous former, des formations de haute qualité, sans que ça vous coûte trop cher. Alors, dans l'équipe de formation, ce sont que des personnes qui sont dans l'écosystème crypto-blockchain depuis des années, soit en tant que consultant, soit en tant qu'entrepreneur, soit même en tant que créateur de contenu ou de développeur informatique. Moi-même, j'ai la chance d'animer la formation Marketing Web3 et Personal Branding chez Alira. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, prendre rendez-vous, ça ne vous coûte rien. Et puis, renseignez-vous sur peut-être votre prochaine formation. Je crois que la prochaine, elle est en septembre. Il reste encore des places. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou même à commencer par ces petites formations gratuites. Je trouve que c'est une super idée. Bien, avant de recevoir mon invité du jour, n'oubliez pas, c'est très important pour nous de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux. Donc là, on est en live sur Twitter, LinkedIn et Twitch. Et ensuite, vous pourrez retrouver l'émission en direct sur la chaîne YouTube. C'est surtout celle-ci sur laquelle il faut vous abonner puisque ça nous aide énormément en termes de référencement. N'oubliez pas de mettre un like, d'activer la cloche, vous pouvez mettre un commentaire. D'ailleurs, on est en direct et ça, c'est la force de GM Web3, c'est que toutes les interviews sont en direct. Donc, vous pouvez dans le chat réagir, poser vos questions à votre invité, rebondir sur les sujets sur lesquels on va discuter. Et des sujets, on en a beaucoup aujourd'hui. Et je vais pour cela accueillir mon invité du jour. Alors, j'ai eu peur, évidemment, qu'il ne mette pas sa cravate orange, mais c'est bon, je suis rassuré. Bonjour Alexandre et bienvenue. Comment vas-tu ? Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Écoute, je vais très bien. Alors, tu vois, j'ai sorti la casquette orange. Et comme ça, je me suis dit, on allait avoir chacun sa petite touche Bitcoin pour cet entretien. Je suis très heureux de te recevoir dans l'émission. C'est vrai que tu as un peu émergé sur la scène crypto, blockchain, Bitcoin ces derniers mois et de façon assez sensationnelle par l'intermédiaire de The Blockchain Group. On va revenir sur tout ça ensemble. Et donc voilà, tu fais aujourd'hui un petit peu partie des personnalités françaises qui promeuvent, puisque ce sont les personnalités Bitcoin, dans le cadre de ces Bitcoin Treasury Companies. Alors, avant de commencer, on va se souvenir que dans l'audience, on a des personnes qui ont un niveau en finance, en comptabilité, qui n'est pas forcément au top du top, tu vois. Donc, tu me permettras, si besoin, de t'interrompre ou de te demander de vulgariser certaines choses, parce que même si moi,
Et je me suis souvent intéressé aux stratégies comptables, financières de Michael Saylor. On y reviendra évidemment, le CEO de stratégie. Je t'avoue que parfois, il y a quelques zones d'ombre sur les risques, sur les montages, sur les leviers, sur tout ça. Et donc, on va essayer voilà, de tout comprendre avec toi. Donc, merci de prendre cette heure et demie avec moi ce matin pour discuter de tout ça. Avec plaisir et pressé de commencer la discussion. Et c'est un plaisir de pouvoir expliquer tout cela en français, parce que je communique beaucoup en anglais, mais voilà, ça me fait plaisir et je tiens à remercier toute la base d'actionnaires très très solide. Je vois un signe de Franck qui vient de nous laisser un commentaire. Merci à tous, vraiment c'est un grand plaisir et merci à toi de nous permettre d'en parler aujourd'hui. Bien, merci. Alors, je vois en plus qu'il y a un espèce de signe de ralliement, visiblement, c'est-à-dire cette photo de profil avec le laser orange que tu arbores toi aussi. Donc, je découvre là dans les commentaires. Voilà, donc c'est ça, c'est un signe un peu de ralliement, cette PFP. Alors effectivement, en fait, il faut dans la vie être focalisé sur un objectif particulier pour réussir. On peut tout faire tout ce qu'on veut, mais surtout une chose en particulier, si on se concentre. Et donc voilà, j'espère qu'après l'interview, tu auras également une photo avec des laser eyes focalisés sur l'objectif de maximiser le nombre de bitcoins par action de Capital B. Alors justement, donc là, voilà, on rentre déjà un petit peu dans le détail. Mais avant ça, si tu veux bien, on va parler un petit peu de toi. Avant Capital B, donc déjà, un Capital B, c'est le nouveau nom de The Blockchain Group. Donc, on utilisera le nouveau nom, évidemment. Donc, toi, tu as fait carrière dans la finance traditionnelle, notamment en conseil et ingénierie financière pour des grosses boîtes du CAC 40. J'ai vu notamment sur ton CV Accenture. Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être poser les bases un petit peu de ton parcours, les moments importants, les études, les voyages, les premiers jobs, j'en sais rien, qui t'ont mené aujourd'hui à être directeur de la stratégie Bitcoin. Voilà, donc ça, on en parlera après, mais d'abord, parlons un peu de toi et de ton parcours, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Donc, j'ai un parcours juridique et financier de formation. J'ai commencé en tant qu'économiste senior chez EY, qui est un des 4 plus grands cabinets d'audit au monde. Et là, j'ai travaillé avec la moitié du CAC 40, les corporates français, sur les transactions internationales intra-groupes et leur optimisation financière. Et ensuite, j'étais Digital Assets Lead, donc responsable de l'équipe actifs numériques chez Accenture. Et là, j'ai travaillé avec plus de 30 institutions financières au niveau mondial dans leur stratégie d'accumulation de capacités de fourniture d'offres et de services autour des actifs numériques. Et donc, c'est comme ça que je contribue à l'adoption de Bitcoin. Et avant ça, alors il faut savoir que j'ai fait tous les métiers possibles et imaginables pendant mes études. J'ai en fait travaillé pendant toutes mes études tout ce que tu peux imaginer. McDo. Serveur, non, dans un restaurant Ok. de sushi, figure-toi. J'ai également été poissonnier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'était mon premier job étudiant. J'avais postulé pour être dans un supermarché et on m'a annoncé le premier jour que ça serait une poissonnerie. Voilà. J'ai aussi fait un échange international où j'ai pu travailler aux États-Unis au tout début de mes études. Ça fait un petit moment maintenant, mais voilà, je m'occupais en fait dans un hôtel de faire le petit déjeuner, de laver, etc. Tous ces petits métiers-là, en fait, ont fait que j'ai toujours travaillé. Voilà. Et très rapidement, en fait, ça c'était vraiment au tout départ de mes études, très rapidement, j'ai travaillé également dans des métiers en tant que juriste pendant que je faisais des études de droit et à hauteur de 30 heures par semaine hein, pendant les études. Voilà, je n'avais rien et j'ai tout construit. Et avec les études et avec le travail, j'ai rapidement eu des postes à Alors, responsabilité. c'est intéressant. Voilà. Pour travailler. Il y a plein de choses intéressantes. Je veux pas t'interrompre, mais c'est vrai que dans ce que tu dis, il y a plein de choses qui sont intéressantes. La première, c'est
Est-ce que ça a changé entre à l'époque et maintenant? Je ne sais pas quel âge tu as. Aujourd'hui, Ok, j'ai donc 31 ans. bon, moi j'en ai 37, mais bon, on a quelques années d'intervalle. 32. Ouais, c'est Ah, 32. Depuis le ok. 31 Ah, juillet. tu vois, tu Ouais. viens de te, tu viens de prendre un an là, sans temps. Et voilà, comme ça, Non, mais c'est vrai, exactement. mais moi, c'est pareil. Moi, j'ai bossé dans un supermarché, je mettais des pâtes dans les rayons. J'ai bossé dans une boîte où je développais des photos. Donc, pendant mes études, pour payer mes études, payer mon appart, payer tout ça. Toi-même, tu disais plein de jobs parce que visiblement, tu viens pas d'une famille ultra aisée. Sinon, tu n'aurais peut-être pas eu besoin de faire tout ça. Mais voilà, on voyait qu'en travaillant, on pouvait faire des études, se retrouver ensuite dans les plus grosses boîtes de conseil, les plus grosses boîtes du CAC 40. On parle vraiment là de méritocratie, de travail, alors qu'aujourd'hui, on a parfois une jeunesse voilà, qui prétend que bah, c'est difficile à vivre, il n'y a pas de travail, il faudrait qu'on nous aide plus, qu'on nous paye à manger, qu'on nous paye le logement, qu'on nous paye tout. Tu penses que ça a évolué, ça, un petit peu, parce que tu mets en avant ce côté méritocratique. Tu penses qu'aujourd'hui, on en a un peu moins ou qu'on a un peu déshabitué les gens à cela? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a un manque de foi dans l'avenir et un manque de croyance dans l'importance du travail. Voilà. Pour moi, cet été, il n'y a pas de vacances. Je suis complètement focalisé sur la maximisation du nombre de bitcoins par action. Et je vais travailler tous les jours, puisque c'est comme ça qu'on peut maximiser le retour sur investissement et la croissance long terme à titre d'un individu, d'une famille, d'une société, d'une nation, d'une région, etc. Et donc, je pense que peut-être les générations nouvelles, quand même, ont été certainement affectées par une inflation grandissante, avec un coût de la vie qui augmente de manière significative, alors que les salaires libellés en fiat perdent une valeur considérable comparée aux actifs, et qu'il y a un système où finalement, plus on a d'actifs traditionnels, plus on peut emprunter pour avoir plus d'actifs, et plus le fossé se creuse entre les personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de capital au départ et celles qui en avaient déjà. Cependant, je pense qu'il ne faut pas passer du temps à critiquer le système tel qu'il a pu être. Il vaut mieux se concentrer sur comment utiliser les outils du système à son bénéfice. Et il faut penser comment utiliser des outils alternatifs pour avoir un futur brillant, conserver la valeur de son travail dans le temps. Et donc, en quelque sorte, pour moi, la découverte du Bitcoin en 2020, à travers le Covid, et la découverte du fait que finalement, on travaille pour avoir un salaire, et ce salaire est complètement réduit à zéro avec l'impression monétaire, et donc que le Bitcoin est la seule solution pour avoir finalement une foi en l'avenir d'un point de vue purement financier, de conserver la valeur de son travail. Et donc, c'est cette réalisation-là qui a fait qu'en 2020, j'ai décidé de focaliser tout mon temps et toute mon énergie à utiliser les compétences que j'avais pu acquérir à travers mes expériences dans le CAC 40 et le déployer sur le Bitcoin d'un point de vue institutionnel. Ouais. Et c'est ça qui a fait, en fait, entre 2020 et 2025, les changements entre EY, Accenture et maintenant Ok, Capital B. non, c'est Voilà. intéressant. J'aime bien cette vision où il y a une vision qui est, on va dire, exogène, l'inflation, les inégalités, les leviers incrémentaux de l'accumulation du capital, et aussi les raisons qui sont endogènes, celles qui fait qu'on ne va pas se victimiser, mais on va au contraire essayer d'agir pour se sortir d'une situation initiale. Ok, excellent, je suis très en phase avec ça, c'est très intéressant. Et en plus, alors, tu as ce talent vraisemblablement de revenir systématiquement à l'accumulation de Bitcoin. Donc ça, non, non, mais ça crée un cercle assez intéressant, et au moins ça assure une véritable cohérence.
Pour revenir sur un élément de ton parcours, on ne peut pas revenir sur tout, mais il y en a un qui m'intéresse, c'est justement ton activité chez Accenture où tu me dis que tu accompagnes jusqu'à 30 institutions financières dans justement cette industrie des digital assets, donc des actifs numériques. Alors moi, j'ai effectivement connu un peu ça avec la loi Pacte en 2019. Ensuite, on a eu différentes phases de marché, bull run, bear market. On a eu de plus en plus de boîtes financières, mais pas seulement. On a eu des gros studios de jeux vidéo, on a eu des grandes marques du luxe. Voilà, on a eu tout le monde qui s'est intéressé crypto, blockchain, NFT, traçabilité, tout ça. Plus récemment, on parlera ensuite de Bitcoin ou même de crypto treasury companies. On y reviendra. Ton activité chez Accenture, si tu devais en retenir une ou deux missions, alors tu peux anonymiser hein, si tu veux, et c'est normal, on comprendra bien sûr, sur lequel soit tu as eu un impact, soit au contraire, y a eu trop de barrages ou trop d'obstacles, puisque à ce moment-là, on rappelle, on est entre 2020 et 2023, grosso modo, donc on est en phase où le marché se structure un petit peu. Tout à fait. Donc, je peux donner quelques exemples. Donc, par exemple, j'ai travaillé pour une grande banque française pour établir ses capacités de conservation de Bitcoin et actifs numériques de manière générale. Donc, en quoi ça a consisté? Ça a consisté à faire une analyse de marché sur toutes les banques qui avaient déjà lancé ce type de service, à lancer une analyse de marché sur tous les fournisseurs technologiques qui permettent la conservation sécurisée de Bitcoin d'un point de vue institutionnel et de niveau Alors, bancaire. pardon de t'interrompre, mais crypto ou Bitcoin déjà à l'époque? Alors, chez Accenture, mon rôle était d'accompagner les clients sur l'ensemble des services liés aux actifs numériques, et donc Bitcoin et autres Là, tu as actifs précisé numériques. Bitcoin. Donc, c'est Maintenant, pour ça que, est-ce qu'à l'époque, il y avait une stratégie multicoin ou est-ce que c'était que Bitcoin? ce n'était pas une stratégie multicoin, c'est juste qu'une banque ne peut pas se permettre de choisir les actifs pour le compte de ses clients. En fait, une banque va offrir la plus grande palette de possibilités. Il peut y avoir un choix stratégique de leadership de ne choisir qu'un actif. Et franchement, ne choisir que le Bitcoin pourrait faire du sens. Maintenant, ce n'était pas une décision qui était de Oui. mon ressort. Et donc, les clients que j'avais lorsque j'étais chez Accenture, les clients bancaires, avaient plutôt une vision de dire on va donner le choix, la liberté à nos clients de choisir les actifs qu'ils veulent traiter. En revanche, en termes de volume d'actifs, quoi qu'on dise, le Bitcoin était toujours l'actif phare et principal de l'offre. Donc, voilà. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu aussi pouvoir me réorienter vers un rôle où je serais totalement focalisé sur le Bitcoin. Voilà, la sélection de partenaires stratégiques pour ces banques et l'analyse du modèle économique de fourniture de ces services pour la banque, pour le compte de clients corporate, pour le compte de clients retail, etc. Et la capacité donc de lancer cette offre dans un temps le plus réduit possible. Et donc la fourniture d'une étude stratégique sur comment faire tout ça. Et ça, je l'ai fait par exemple pour 3, 4, 5 banques françaises, européennes, je ne peux pas dire le pays, sinon ça va être trop évident, et une américaine notamment, qui lançait des services même plus larges que la simple conservation. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la tokenisation des actifs financiers pour les fournir sur des plateformes d'échange digitales, et donc sous la forme de tokens, en prenant des titres financiers, des actions par exemple, et en les mettant sous une forme tokenisée ou des titres de dette, etc. Et donc, c'est ces expériences-là qui m'ont permis aussi d'être en contact avec des entreprises du secteur Bitcoin, comme Blockstream, avec Adam Back, qui en fait fournissait des capacités de tokenisation sur Bitcoin. Et donc, c'est ça aussi que je commençais à introduire aux banques, à la fois forcément le Bitcoin en tant qu'actif,
de réserve de valeur, et aussi le Bitcoin avec ses layers qui permettent aussi de faire du paiement, qui permettent de faire de la tokenisation. OK, excellent. Donc très, très, très sensé, et alors, là encore, le marché a évolué, évidemment, pendant ces 2, 3, 4 années, notamment au niveau, réglementaire, mais aussi au niveau commercial. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement massif, pendant les années, 2020-2021. Ensuite, il y a eu une petite retombée pendant le bear market. Certains se sont peut-être un petit peu retirés, mais c'est vrai que dans l'actualité, on revoyait souvent les mêmes articles. Telle institution financière décide de proposer un service de custodie ou un service d'achat, de vente de crypto. Et ça, en fait, ça a émaillé un petit peu les choses. Donc ça, c'est un peu le résultat, justement, si je comprends bien, des travaux de conseil et d'accompagnement que toi, tu faisais notamment. Hein, tu n'étais pas, j'imagine, le seul, mais pour ces institutions. Est-ce que tu as vu une asymétrie entre un marché qui était quand même très morose pendant le fameux bear market et en même temps des institutionnels qui, eux, avaient une vision un peu plus long terme et qui savaient que ça allait être la chose à faire dans les années à venir? Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase avant les ETF Bitcoin de BlackRock et une phase après. Avant, entre la catastrophe FTX et les ETF BlackRock, il y a eu une passe assez difficile où on pouvait avoir des présentations de manière illimitée avec différents membres des gouvernances de banques et ça n'avançait pas. Et ensuite, il y a eu les ETF BlackRock, Bitcoin, et ça a montré une légitimité très forte dans la finance traditionnelle pour le Bitcoin spécifiquement. Et ça a beaucoup accéléré les choses et on a eu énormément de travail pour suivre la demande qu'il y avait à ce moment-là. Et c'est à travers ces accompagnements que j'ai eu aussi une information particulière de ce que prévoient les banques dans les mois, années à venir. Et quand une banque prend la décision de lancer une offre liée au Bitcoin, aux actifs numériques, après c'est lancé et la mécanique est enclenchée. Et on va voir de plus en plus d'offres des acteurs bancaires pour offrir accès au Bitcoin et aux autres actifs numériques pour adresser la demande, puisqu'on commençait déjà à voir en fait de fortes retombées financières pour les banques qui ne proposaient pas ce service et qui voyaient leurs clients partir vers des néobanques et vers des plateformes d'échange. Donc, tous ces aspects-là montrent que les banques, dans leur ensemble, déjà à plus de 85%, sont engagées dans la construction d'une offre d'achat, de vente, de conservation de Bitcoin et autres actifs et vont accélérer ces offres. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est le déploiement de ces offres et la commercialisation de ces offres à l'échelle. Mais pour certaines, elles l'offrent déjà à des clients choisis de manière confidentielle. Et donc, ça ne va faire que s'accélérer et ça va augmenter la demande pour le Dernière Bitcoin. question sur cette période de ta vie, c'est entre la course avec notamment les États-Unis, mais peut-être aussi d'autres régions du monde. Comment se positionnent donc les institutions financières se positionnaient peut-être par rapport aux autres marchés. Tu disais les ETF ont créé un effet d'entraînement, ce qui est normal. En plus, il faut savoir que on précise jamais assez, mais le lancement des ETF aux États-Unis. Parce qu'en vérité, il y avait déjà eu des produits négociés en bourse avec des cryptos ou du Bitcoin à l'intérieur dans d'autres places de marché, mais évidemment beaucoup plus petites, beaucoup plus confidentielles. Mais lorsque un ETF est approuvé par la SEC aux États-Unis, bon bah c'est autre chose. Mais effectivement, comment tu voyais et peut-être comment tu vois aujourd'hui cet effet un peu concurrentiel où en fait bah, on attend un peu que les États-Unis lancent la machine et ensuite on court après pour les rattraper. C'est le sentiment qu'on a un peu à l'extérieur. Mais toi qui as été vraiment au cœur du réacteur, est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi ou pas? Alors, il faut constater une différence fondamentale entre les Européens. Le marché américain, comme le dit Yves Chefati, le président de Tobam, gestionnaire d'actifs français, leader sur le Bitcoin depuis 2017. Aux États-Unis, quand on voit une innovation, on regarde si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on l'utilise pour en tirer profit.
En Europe, souvent, quand on voit une innovation, on l'analyse pour regarder si c'est bien ou mal et on essaye de le réguler. Donc, après 5 ans ou après 10 ans, on prend un retard technologique et on se fait racheter par les Américains. Voilà. Donc ça, c'est la destinée qui se répète bien souvent de l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là, les banques françaises, européennes ne faisaient pas exception. Et elles attendaient que les grandes banques américaines se positionnent pour voir éventuellement à un certain moment comment lancer leur offre. Mais ça a quand même eu un effet déclencheur. Et donc, quand il y a eu les ETF BlackRock et des banques américaines qui ont commencé à se positionner, là, ça a commencé à réveiller certaines directions. Et ils se sont dit, OK, maintenant, on va y aller. Et il y a eu de la demande client. Et d'un point de vue de Capital B, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on prend exactement l'approche américaine en disant il y a un actif qui est le meilleur actif au monde pour la réserve de valeur, c'est le Bitcoin. Et on ne va pas attendre 10 ans pour avoir du retard. Au contraire, on va être un leader de l'industrie mondiale et on va lancer cette stratégie dès à présent et être un leader mondial et pas seulement français, européen, sur le domaine du Bitcoin pour être un fer de lance français de cette innovation financière qui a émergé sans attendre voilà, l'impulsion de très grandes institutions qui, de toute façon, mettront 5 à 10 ans pour se réveiller. Ouais. Alors évidemment, c'est toujours plus facile, j'imagine, en tout cas pour aujourd'hui, pour une boîte comme Capital B de se lancer là-dedans maintenant qu'il y a une certaine clarté réglementaire. Mais c'est vrai que jusqu'à MiCA, il y avait quand même des différences entre les États. Il y avait aussi une évolution même en France entre PSAN, PSAN renforcé, agrément. Maintenant aujourd'hui, il y a quand même une certaine stabilité qui permet de se dire, allez, maintenant on y va, on regarde plus à droite et à gauche. Sans doute que c'eût été plus compliqué à faire justement dans les années 2017-2018 évidemment, mais même en 2020-2021, alors que le PSAN était en vigueur, même à ce moment-là, il y avait encore quelques zones d'ombre. Il y avait encore aussi cette chape de plomb de dire que la réglementation, à tout moment, ils peuvent nous sortir un PSAN bis avec 2 nouvelles obligations, etc. Donc, aussi, il faut peut-être dire que c'est plus facile aujourd'hui de se lancer tête baissée en disant on n'attend personne qu'à l'époque, non? Oui, alors ça, c'est sûr que ça a été un environnement tout à fait favorable, grâce notamment au grand travail qui a été fait par les institutions, les autorités financières et le régulateur français depuis 2017, avec un très fort leadership dans le domaine des actifs numériques depuis 2017. Et donc, en fait, les bases étaient posées, la régulation était disponible, les autorisations étaient en place et certaines banques avaient déjà la capacité de faire. Et c'est le cas de la banque de l'UBAC qu'on a utilisé comme partenaire avec qui on s'est associé dès le départ et qui a fait un excellent travail. C'est le cas aujourd'hui d'acteurs comme Société Générale Forge, d'acteurs comme Crédit Agricole avec KCIS et donc et d'autres banques qui se préparent, BPCE, etc. Et donc, on voit qu'on a eu quand même cet avantage du marché français qui, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de l'efficacité des autorités de marché financier, parce que depuis le départ, on a eu d'excellentes conversations et une collaboration excellente avec l'AMF, qu'on tient à remercier. Et donc, ces aspects-là ont permis d'aller vite, tout en respectant les règles qui étaient déjà en place. Et donc, ce cadre réglementaire a été effectivement un avantage pour nous. Ok. Avant d'aller un peu plus loin, on va revenir un peu sur toi. Quand est-ce, tu nous as parlé du Covid, mais peut-être plus précisément, comment et quand as-tu rencontré Bitcoin, blockchain, les cryptos? Parce que
comme je dis souvent, on rencontre tous les cryptos par une porte différente. La spéculation, le développement, le trading, les NFT, il y a plein de façons de découvrir ça. Après, on découvre le reste, tu vois. Mais toi, c'était quand et c'était à quelle occasion que tu as rencontré pour la première fois cette notion qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, mais d'actifs numériques ou de crypto généralement? Alors, j'avais eu une première appréhension en 2017, mais je n'y avais pas porté suffisamment d'attention d'un point de vue de la réserve de valeur. J'avais eu cet intérêt d'un point de vue technologique et des applications d'un point de vue business. C'est en 2020 que j'ai vraiment réalisé l'importance en termes de réserve de valeur en premier lieu pendant le Covid. En fait, à l'époque, je travaillais pour ces corporates sur leurs transactions internationales et ça m'a tout à fait impressionné, cette capacité de Bitcoin d'avoir cette transparence totale sur le livre des transactions. Et en fait, je faisais beaucoup d'analyses de données à l'époque et j'ai été beaucoup intéressé dès le départ par ce qu'on appelait le on-chain analysis, donc l'analyse des données de la blockchain. Et j'ai fait en fait du machine learning sur les données de la blockchain Bitcoin pour analyser les transactions et leur impact sur le prix. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose de s'amuser à regarder le prix, puisque ce qui comptait, c'était le nombre de bitcoins que tu accumules, pas son prix en euros. Puisque mathématiquement, l'euro est destiné à aller à zéro, alors que le bitcoin, en fait, est en train de réévaluer sa valeur par rapport au reste du monde. Et donc, c'est en 2020 que j'ai eu ce parcours entre l'analyse de données de la blockchain Bitcoin et derrière l'utilisation de Bitcoin comme réserve de valeur et que j'ai découvert que ce qui comptait, c'était la conviction forte dans le meilleur actif et la taille d'investissement qui peut être allouée sur cet actif qui est le meilleur, au lieu d'avoir tous ces actifs qui finalement ne font que sous-performer le Bitcoin et font finalement perdre du temps. Ouais. Donc, c'est en 2020 que j'ai eu cette réalisation. Ce que tu dis est intéressant parce que 2020, c'est la période à laquelle Bitcoin atteint un niveau très faible, puisqu'on arrive, je crois, à 3 800 $ à peu près. Donc, c'est vrai que si on prend le marqueur à ce moment-là, ta théorie, elle se vérifie largement. Aujourd'hui, on a encore dépassé un nouvel ATH aux alentours de 125 000 $. Et puis, cette conviction que l'euro de toute façon va inévitablement aller à zéro, là, évidemment, tu as un croisement des données qui te donne raison. Mais ça, c'est sur une période de 4-5 ans. Donc, comment est-ce que déjà en 2020, tu peux avoir cette conviction sur l'euro? Est-ce qu'elle préexistait de par sa conception et son lancement en 2001? Est-ce que déjà tu avais une défiance face à l'euro préexistante? Et par rapport à Bitcoin, qu'est-ce qui te faisait dire, donc à l'époque où il était au plus bas, que de toute façon, il ne ferait que monter dans les années à venir? Parce que là, ça fait un peu anachronique. À l'époque, je savais déjà. Tu comprends ma question? Alors, c'était le cas, mais c'était le fruit d'une analyse. L'analyse était que c'est le mandat de la Banque centrale européenne que de cibler 2% d'inflation. Et donc, si c'est le mandat de cibler 2% d'inflation, ça veut dire que le mandat est précisément d'envoyer l'euro à zéro par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, puisque quand on crée 2% d'inflation, eh bien, on baisse la valeur de l'euro au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier constat qui est tout à fait factuel. Le deuxième, et donc ça veut dire qu'on perd à peu près 50% de son argent à horizon 20-30 ans, et même avant si on a une inflation qui est de 10%. Donc en fait, c'est un constat qu'on peut faire rien qu'en regardant les prix de l'immobilier de toute façon. Ensuite, le Bitcoin, c'est aussi un constat. C'est le constat qu'il s'agit du réseau cryptographique le plus décentralisé et le plus sécure au monde
est le seul, dans ces conditions, à avoir une rareté absolue. Et donc, quand on a une rareté absolue avec le réseau le plus décentralisé, sécure et distribué au monde avec le plus d'utilisateurs, eh bien, on obtient d'un côté une monnaie qui se déprécie vers zéro et de l'autre une rareté absolue qui ne fait que absorber la valeur de ces nouveaux euros qui sont créés, tout comme le fait l'immobilier, mais avec une meilleure rareté, puisqu'on peut créer plus d'immeubles autour de la ville, on ne peut pas créer plus de bitcoin que les 21 millions. Et donc, nécessairement, étant donné que c'est l'actif le plus rare au monde, c'est celui qui s'apprécie le plus au fil du temps, dans la mesure où il reste le réseau le plus décentralisé et sécur. Ok, très clair. Alors, on va revenir un petit peu sur The Blockchain Group. Je prends son nom à l'époque, puisqu'on va parler de l'entreprise à l'époque, puisque ça n'a pas toujours été une Bitcoin Treasury Company. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette entreprise dont on avait, c'est vrai, assez peu entendu parler en tout cas moi personnellement, mais tu nous diras un petit peu en fait qu'est-ce qu'ils faisaient avant de faire la une de la presse crypto et pas seulement d'ailleurs, en devenant cette Bitcoin Treasury Company. À la base, c'est quoi The Blockchain Group? D'accord. Alors, je vais faire un petit peu de rétro-planning. Donc, Capital B, c'est dans un contexte où les institutions financières accumulent de plus en plus de Bitcoin ou fournissent de plus en plus de services pour que la demande puisse accéder au Bitcoin. Capital B vient fournir, à travers sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, une exposition indirecte au Bitcoin avec une forme d'effet de levier pour les investisseurs grâce à l'augmentation du nombre de Bitcoin par action qui est permise par l'émission de titres financiers avec un premium qui permet à la société d'augmenter plus rapidement le nombre de Bitcoin sur le bilan que le nombre d'actions, mais on y reviendra, et qui permet à la société, à travers cette augmentation du Bitcoin par action, de fournir une forme de performance avec effet de levier sur le Bitcoin potentiel, tout en ne prenant pas nécessairement de risque de levier elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de liquidation comme sur un marché. On y reviendra sur les financiers. Voilà. C'est bien de préciser un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, mais d'abord, voilà, si tu veux. Voilà. Oui. Donc, mais pour dire voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, Capital B, c'est ce changement de nom qui symbolise cette nouvelle page de la société qui est finalement une forme de nouvelle société depuis novembre 2024. Précédemment, la société donc s'appelait The Blockchain Group et c'est une société qui a eu plusieurs vies. Donc, ça a commencé en 2009-2011 avec une société qui s'est spécialisée dans les médias, dans les services autour des médias. Et cette société s'est cotée en bourse autour de 2011 et a commencé à acquérir plusieurs sociétés dans une stratégie de croissance, dans la vision que le web allait vraiment prendre une place très importante avec la data, etc. Et donc, Blockchain Group, qui était à l'époque s'appelait Lead Media, a acquéri de nombreuses sociétés et a augmenté par ce fait son chiffre d'affaires. Mais après 5-10 ans, il s'est trouvé qu'il y avait certaines sociétés qui n'étaient pas rentables. D'accord ? Et autour de 2020, il y a eu un nouveau projet avec une nouvelle société qui s'appelait AnyBlock, qui a été lancée dans la blockchain. Et alors, la société s'est renommée The Blockchain Group, de Lead Media à The Blockchain Group. Et c'était l'époque des NFT, etc. Et cette société s'appelait AnyBlock et proposait un service de wallet pour conserver des NFT pour les corporates, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un bear market, il y a eu un marché baissier, comme ça ne t'a pas échappé. Et cette société n'a pas tenu le marché baissier, il n'y a pas eu assez de clients et il y a eu des investissements qui n'ont pas été rentabilisés. Et tout ça a fait que The Blockchain Group s'est retrouvé dans une situation difficile fin 2023 avec un redressement judiciaire et la nécessité de faire une restructuration très forte
qui a impliqué un nouveau management, une nouvelle gouvernance avec un nouveau board, de nouveaux investisseurs et la cession et liquidation de toutes les sociétés qui n'étaient pas rentables en l'espace de 6 mois. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint l'entreprise en novembre. C'est parce que le nouveau management, le nouveau board, les nouveaux investisseurs, en 6 mois, ont été capables de liquider AnyBlock, la société qui était spécialisée dans les wallets Web3 qui ne fonctionnaient pas, qui a été capable de céder et de liquider les autres sociétés du groupe qui n'étaient pas rentables et de licencier les effectifs qui ne pouvaient pas malheureusement continuer à apporter de la valeur du fait des sociétés qui étaient cédées et liquidées. Et donc, en l'espace de 6 mois, la société a eu un retour à la rentabilité, donc mi-2024, et sur cette base-là, a donc décidé de lancer une nouvelle stratégie de Bitcoin Treasury Company, pour laquelle je suis donc venu pour la lancer et la diriger avec donc 2 sociétés qui sont restées dans le groupe, qui sont Iorga et Triman. Iorga, ça c'est les activités opérationnelles du groupe. Iorga fournit des services en développement informatique sur mesure, sur des applications basées sur la data en interne. Et Triman est un expert de la data intelligence, de la business intelligence, de l'analyse de données. Et ces 2 sociétés opérationnelles, en 2024, ont généré un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros pour 1,3 million de résultats nets. Et donc, ça nous donne un PNL, donc un résultat opérationnel positif, avec le résultat net, positif, sur ces 2 sociétés opérationnelles. Et de l'autre côté, une stratégie sur le bilan de l'entreprise qui consiste à émettre des titres financiers pour accumuler du Bitcoin sur le bilan et augmenter la valeur de la société, mais d'une manière qui est positive pour les actionnaires en standard Bitcoin, puisqu'on augmente le Bitcoin par action. On va y revenir, c'est là, juste maintenant, justement. Mais merci voilà, pour cette historique-là. Alors, on sent effectivement qu'on a vraiment envie de tourner la page de The Blockchain Group. Et c'est bien, et ça fait sens. Avec ce rebranding, avec aussi cette restructuration complète. Et puis surtout, moi, c'est ce que je trouve cool. Alors, vous êtes un peu obligé, vous êtes coté en bourse, donc la transparence, c'est juste normal et c'est même, je crois, une obligation légale. Mais j'aime bien cette idée de dire, voilà, on assume, il y a eu des ratés, il y a eu des loupés, il y a eu des liquidations, il y a eu des restructurations. On s'est cherché un petit peu. Hein. Alors, je résume un peu, tu m'en voudras pas. Et puis maintenant, en gros, on a trouvé notre nouveau credo. Et ça marche bien. Alors, depuis novembre, on va dire que ça fait même pas un an. Donc, évidemment qu'on peut s'en réjouir, mais ça reste quand même très récent. Mais effectivement, voilà, j'aime bien cette transparence qui nous mène aujourd'hui à Capital B. Donc, ça, c'est cool. Alors, si tu me permets, ouais, bien sûr. C'est quand même un petit peu différent de ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est comparable à une reprise d'entreprise. C'est comme un restaurant, c'est un changement de propriétaire, si tu veux. Ok. Donc, en fait, c'est pas l'équipe de Lead Media qui a commencé à faire de la blockchain. Il reste plus rien de cette équipe. Rien. Ok. Je ne les connais pas, si tu veux. D'accord. En fait, ce n'est plus les mêmes actionnaires, mais rien à voir. Ce n'est plus la même équipe. C'est littéralement un changement complet du management, du board, des actionnaires. En fait, c'est la reprise d'une société cotée pour faire quelque chose de nouveau. Ok. Voilà. Eh ben, merci pour la précision. Je ne l'avais pas compris comme ça, mais maintenant, je pense que c'est clair. Mais j'aime bien la comparaison avec le resto. Ouais, effectivement, c'est très clair. Alors, justement, donc une Bitcoin Treasury Company, bon, ce n'est pas juste une boîte qui possède du Bitcoin. Parce que ça, finalement, n'importe quelle entreprise peut décider eh bien, de convertir une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Mais là, c'est différent. Là, de ce que je comprends, et donc tu vas maintenant nous expliquer, si tu veux bien, vraiment les mécanismes pour y arriver, c'est que ça devient une activité à part entière, le fait d'accumuler du Bitcoin. À côté, est-ce que vous avez d'autres services, d'autres produits? Première question. Et deuxième question, le but, c'est pas juste d'en avoir en trésorerie,
mais aussi de le lier avec la valorisation même de l'entreprise. Donc voilà, déjà, je vois deux grosses différences avec une entreprise lambda qui déciderait de convertir une partie de sa trésor pour la faire voilà, un petit peu dynamiser en Bitcoin. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement ces différences-là, et s'il y en a d'autres aussi, avec une boîte traditionnelle qui achèterait du Bitcoin pour sa trésorerie? Oui. Alors, je vais te donner 3 étapes qui font le cheminement de notre stratégie, et tu vas voir qu'à chaque étape, tu vas perdre peut-être la moitié des entreprises à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de le faire, et il y a des entreprises qui vont le faire à 25%, des entreprises qui vont le faire à 50%, et d'autres qui vont le faire à 121%. Et nous, on le fait à 121% en fait. Donc, la première étape, c'est le choix de Bitcoin. Uniquement Bitcoin, que Bitcoin, c'est le meilleur actif. Il n'y a pas de raison d'utiliser un autre actif pour sa trésorerie long terme. Donc là, déjà, on perd une très très grande partie des entreprises, puisque la plupart des entreprises conservent de l'euro qui va à zéro. Une partie des entreprises a différents types d'actifs, mais qui finalement sous-performent complètement Bitcoin sur une période suffisamment grande. Et ensuite, il y a des entreprises qui se disent non, il n'y a pas de raison de choisir un autre actif que celui qui performe le plus. Sur la réserve long terme, puisqu'il faut être responsable et avoir ce qu'il faut en termes de trésorerie court terme, bien entendu. Ensuite, la deuxième étape, c'est précisément de dire je vais avoir une stratégie d'accumulation long terme et perpétuelle de Bitcoin. Je ne vais pas essayer de timer le marché, je ne vais pas essayer de m'amuser à faire du trading, je ne vais pas m'essayer à avoir des gains en euros. Non. Ce qui compte, c'est l'augmentation au fil du temps du nombre de Bitcoin sur le bilan et la détention perpétuelle de Bitcoin. Ça, c'est une décision qui est absolument fondamentale et qui dénote une conviction que 99% de la population n'a pas encore. Et donc, de l'autre côté, une opportunité asymétrique, puisque précisément, si on croit en Bitcoin, alors les entreprises qui ont le plus de Bitcoin sur le bilan auront vocation à être celles qui sont le plus valorisées au monde. Et troisième étape, c'est de dire, d'accord, je suis une entreprise qui a choisi Bitcoin, je suis une entreprise qui a choisi de vraiment opérer sur un standard Bitcoin total, et maintenant, je suis une entreprise qui va maintenant fournir une valeur additionnelle à ses actionnaires chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Voilà. Et comment faire cela? C'est le business model, le modèle d'affaires d'une Bitcoin Treasury Company. C'est au fil du temps d'émettre des titres financiers sur les marchés de capitaux pour accélérer encore plus l'accumulation de Bitcoin, mais uniquement d'une manière qui augmente ce nombre de Bitcoin par action. Et donc, je donne un exemple très simple avant de rentrer dans des détails qui pourraient être trop complexes. Pour un investisseur qui rentre à un certain moment et qui a 0,1 Bitcoin par action au départ, il est possible qu'après 3 ans, 5 ans, cet investisseur n'ait pas 0,1 Bitcoin par action, mais 1 Bitcoin par action, sans avoir investi davantage d'argent. Et donc, c'est littéralement la seule manière et la manière la plus minimisée du risque d'avoir le potentiel d'avoir plus de Bitcoin en termes d'exposition au fil du temps pour un investisseur, et attention, sans risque d'appel de marge et de liquidation comme Oui. sur des plateformes d'échange. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que typiquement, qu'on comprenne, pour passer de 0,1 à 1 Bitcoin, il y a deux manières. Soit on déploie plus de capital, soit on utilise un levier. Et dans le cas de Capital B, finalement, l'investisseur ne fait ni l'un ni l'autre. Alors, ce qui est encore mieux, c'est de continuer à déployer du capital en même temps que la société travaille pour
en fait, pour augmenter son nombre de Bitcoin par action. Donc, c'est comme si une Bitcoin Treasury Company travaillait tous les jours pour acheter plus de Bitcoin au bénéfice de ses actionnaires, de manière indirecte, puisque c'est le Bitcoin de la société. Et donc, ça, c'est un choix important à faire pour un détenteur de Bitcoin, c'est de bien comprendre que, effectivement, c'est le Bitcoin de la société. En revanche, ce qu'on obtient, c'est la possibilité de surperformer le Bitcoin et donc, à un certain moment, de pouvoir avoir plus de Bitcoin en termes de valeur financière. Alors justement, ça, on rebondit sur. Alors, vous posez des questions dans le chat et je vous en remercie. Je les note et je les poserai au fil de l'entretien pour pas découdre trop la chose. Mais effectivement, on avait une question à ce sujet-là et c'est important. C'est cette question. J'ai tendance à appréhender le prix de l'action en Satoshi. Donc le Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin qui équivaut à un 100 millionième de Bitcoin. Mais vous dites que les Bitcoins appartiennent à Capital B et pas aux actionnaires. Donc, c'est bien ce que tu viens de nous confirmer ici. Et donc là, c'est important pour les investisseurs de comprendre, et c'est la question qu'on va te poser, c'est quel est l'intérêt d'un investisseur, quitte à te répéter, mais parce que je pense qu'il faut que ce soit clair, quel est l'intérêt d'un investisseur. D'ailleurs, je vais te laisser le temps de répondre parce que pour certaines institutions, c'est plus facile que pour un particulier. Je vais te laisser répondre. Mais quel est l'intérêt d'un investisseur d'investir dans une action de Capital B plutôt qu'aller lui-même acheter du Bitcoin directement sur Binance et ensuite de le garder sur sa ledger. Tu vois, je le fais très simple. Alors, l'intérêt est multiple. Je vais brièvement répondre à la question qui a été posée de Franck. C'est que c'est le Bitcoin de la société, mais de l'autre côté, c'est les actionnaires qui détiennent la société. Et donc, effectivement, ça se distingue d'un fonds d'investissement. C'est une société opérationnelle qui a une stratégie sur son bilan d'accumuler du Bitcoin. Et donc, quand on souscrit à des actions d'une Bitcoin Treasury Company, on n'a pas le droit de récupérer du Bitcoin derrière. On a le droit de vendre des actions, mais étant donné que les actions également sont valorisées par le marché par rapport aussi à la valeur du Bitcoin de la société et par rapport au potentiel d'accumulation future, eh bien, c'est pour ça que je mentionne que c'est indirect. Mais il est vrai aussi que c'est le Bitcoin de la société, mais la société appartient à ses actionnaires. Et donc, quand on est actionnaire, il est tout à fait pertinent de libeller aussi le prix de l'action en Satoshi, c'est-à-dire en unité de Bitcoin. Et ce que ça permet, c'est de déterminer quelle a été la surperformance de l'action par rapport au Bitcoin. Et donc là, je vais donner une explication un peu plus longue sur l'intérêt d'une Bitcoin Treasury Company par rapport au Bitcoin. Mais pour le faire de manière très simple, depuis le lancement de notre stratégie, la performance de la société est de plus de 1000 à 2000%, voire 3000% en fonction de la période. Le Bitcoin a fait plus 20-30%. Donc, c'est une performance. Pardon de t'interrompre, mais ce chiffre-là, évidemment, il fait bondir, mais il est aussi sans doute à mettre en perspective sur une durée, puisque les performances passées, je ne sais même pas si on est sur un an complet, il faudra que tu nous dises. Et deuxièmement, il fait aussi, j'imagine, il est à prendre aussi en comparaison avec la situation de l'entreprise, peut-être avant cette stratégie Bitcoin. Est-ce que ces deux limites sont exactes? Alors, il est évident que, premièrement, les performances passées ne présagent pas du futur. Deuxièmement, nous restons sur des périodes qui sont relativement courtes. Cela fait 10 mois que nous avons lancé la stratégie, depuis novembre 2024, et le modèle de Bitcoin Treasury existe depuis 2020 avec stratégie. Et donc, dans une perspective traditionnelle, cela reste des périodes relativement courtes. Cependant, on peut observer qu'il y a beaucoup de volatilité sur le court terme, mais que si l'on croit au Bitcoin sur le long terme et que l'on continue en tant que société à augmenter le nombre de Bitcoin par action, mathématiquement, la capacité et le potentiel de surperformance du Bitcoin sur une période suffisamment longue que
pour le Bitcoin signifie qu'il n'est pas inférieur à 4 ans, est extrêmement forte, cette capacité de surperformance. Et donc, ce que je veux communiquer comme message extrêmement important pour les actionnaires qui nous écoutent et qui peuvent être effrayés par une sous-performance, d'ailleurs, momentanée de l'action par rapport au Bitcoin, l'action ayant perdu 50% depuis 3 mois, c'est que, premièrement, depuis 3 mois, la société est passée d'environ 1000 bitcoins sur le bilan à environ 2000 bitcoins sur le bilan. Et que si l'on prend un peu de perspective et que l'on regarde, le bitcoin par action n'a fait qu'augmenter. Et donc, si l'on croit au bitcoin et à sa capacité d'aller vers les capitalisations boursières de l'or, c'est-à-dire à peu près des prix du Bitcoin qui pourraient être de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros, et que l'on considère que Capital B a augmenté son nombre de Bitcoin par action et continue à le faire de manière tout à fait régulière, alors les probabilités de surperformance du Bitcoin sont extrêmement fortes, à condition d'avoir un horizon d'investissement qui soit aussi correspondant avec ce qui peut être attendu sur le Bitcoin lui-même. Si l'horizon d'investissement est à minima de 4 ans sur le Bitcoin, puisque la volatilité est très forte, alors je ne vois pas pourquoi l'investissement et l'horizon d'investissement serait plus court sur la Bitcoin Treasury Company. Il peut être plus court. Le but, c'était surtout de mettre en perspective ces 1500% pour qu'on ait vraiment tous les éléments. Si on revient un petit peu à ma question, si tu veux bien, sur quel est l'intérêt d'un investisseur plutôt d'acheter des actions d'une Bitcoin Treasury Company plutôt que d'acheter lui-même du Bitcoin directement sur le marché, je vais te laisser y continuer d'y répondre, et notamment un élément qui, je pense, est important, c'est que certaines entreprises, notamment certaines très grosses entreprises, n'ont pas le mandat pour investir dans des actifs numériques, alors qu'ils l'ont pour investir dans des actions cotées comme la vôtre, et que c'est plus facile pour eux de s'exposer. C'était le cas, enfin, c'est le cas avec l'entreprise Stratégie notamment, où on a vu, moi j'ai l'exemple par exemple de Allianz qui a acheté, qui a prêté, puisque c'est des obligations convertibles, à Stratégie, alors qu'ils auraient pu acheter du Bitcoin, mais pour eux, dans le mandat du périmètre d'investissement qu'ils peuvent faire sans dérogation, c'est plus facile d'acheter des actions de Stratégie plutôt que d'aller eux-mêmes acheter sur Coinbase du Bitcoin. Je sais que ça, c'est une réalité. Alors, effectivement, il y a plusieurs avantages tout à fait concrets entre une Bitcoin Treasury Company et du Bitcoin et un ETF Bitcoin, etc. Le premier avantage qui est entre le Bitcoin et la Bitcoin Treasury Company, pour certains profils d'investisseurs, pas tous, c'est de ne pas avoir à gérer la gestion des clés privées. Voilà. Ça ne correspond pas à tout le monde et il est extrêmement important, je le rappelle, pour beaucoup, de pouvoir avoir une souveraineté individuelle sur la détention du Bitcoin à travers la gestion des clés privées. En revanche, pour beaucoup, c'est le cas que le fait de ne pas gérer la gestion des clés privées et d'avoir accès plutôt à une action dans une banque peut être, sur certaines formes, plus sécurisé. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est bien entendu cette capacité de surperformance du Bitcoin, mais je l'ai déjà relativement mentionné. Le troisième, c'est que certains investisseurs, alors d'abord je vais rester sur les investisseurs de base individuelle, ont des avantages fiscaux, puisqu'ils peuvent accéder à l'action sur leur PEA en France, par exemple, et ne pas payer d'impôts sur les plus-values tant que ça reste dans le PEA, et même avoir des réductions après certaines périodes de temps. Ça, c'est un avantage tout à fait significatif. Ensuite, pour les investisseurs professionnels, il y a des investisseurs, et je vais prendre l'exemple du marché de la dette convertible. En Europe, il y a 60 milliards d'actifs qui ont le mandat, et d'investisseurs qui ont le mandat d'investir dans de la dette convertible. Et donc, pour ces investisseurs,
la seule manière de pouvoir avoir accès à une forme d'exposition Bitcoin, mais en respectant leur mandat de dette convertible, c'est d'acheter un titre financier de type dette convertible émis par une Bitcoin Treasury Company. Et de la même manière, il va y avoir des institutions qui vont avoir pour mandat d'investir dans des actions européennes. Et la seule manière pour ces investisseurs qui ont le mandat d'investir dans des actions européennes d'avoir une exposition au Bitcoin sera d'investir dans les actions d'une Bitcoin Treasury Company européenne. Et c'est donc pour ça que l'on se positionne comme acteur leader du marché européen en termes de bilan Bitcoin et de capacité de la société à émettre des titres financiers sur le marché et sur les marchés de capitaux avec une équipe d'ingénieurs financiers. Et ça, c'est un point très important. Il va y avoir d'autres sociétés qui vont émerger en Europe et même en France qui vont fournir ce type d'exposition au Bitcoin en ajoutant du Bitcoin sur leur bilan, etc. Ce qui va faire la différenciation majeure, c'est la capacité d'émettre des titres financiers tout à fait réfléchis et correspondant à une stratégie très pensée et très orientée sur le long terme pour ne pas mettre en danger les investisseurs avec des produits financiers qui soient trop risqués sur le court On terme. Et reviendra c'est pour ça. On Voilà. reviendra sur les risques. Non, non, mais c'est très bien et merci Alexandre vraiment de prendre le temps de bien expliquer ça. Alors, je précise quand même, tu as parlé du PEA. Alors, pour être complet, hein, quand même, le PEA, pour être exonéré d'impôts, il faut racheter après une période de 5 ans minimum, mais on est quand même soumis aux prélèvements sociaux et il est plafonné à 150 000 euros par personne. Donc, pour un couple, 300 000 euros et je crois qu'on peut rajouter 20 000 par enfant. À noter que le gouvernement envisage pour, disons, changer un peu les comportements d'investissement des Français, d'augmenter le plafond du PEA pour libérer un peu l'épargne des Français qui aujourd'hui dort un peu plus sur les livrets et les assurances-vie en fonds euros. Donc ça peut être typiquement des liquidités supplémentaires disponibles pour le marché action en général et pourquoi pas les Bitcoin Treasury Company. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'était important, je pense, de le préciser. Alors, évidemment, on a plein de questions dans les commentaires. Petite question pour revenir sur la mécanique qui permet que le nombre de Bitcoin par action augmente. Est-ce que tu peux réexpliquer ça, peut-être pour que bien tout le monde comprenne comment vous parvenez à augmenter le nombre de Bitcoin par action détenue? C'est-à-dire que de ce que je comprends, il faut que finalement la valorisation de l'entreprise, elle soit finalement supérieure au prix du Bitcoin lui-même. Comment vous arrivez à obtenir ou à viser en tout cas ce type de rendement? Bien sûr. Donc, ce rendement, ce n'est pas un rendement au sens traditionnel du terme, c'est un rendement au sens de cette augmentation du nombre de bitcoins par action. Et donc, comment on réussit à faire ça? On réussit à faire ça, je vais donner un exemple très concret qui date de mars, entre décembre et mars, une opération significative que l'on a faite. Eh bien, en décembre, nous avions à peu près 100 millions d'actions et 40 bitcoins. Et en mars, nous sommes montés à 620 bitcoins pour une augmentation du nombre d'actions qui était tout à fait différente, puisque on a augmenté le nombre d'actions je vérifie le chiffre exact pour ne pas dire de bêtises, voilà, à peu près 200 millions. Donc, on a augmenté le nombre d'actions par 2. Okay, on est passé de 100 millions d'actions à peu près 200 millions d'actions en vendant ces actions à des investisseurs stratégiques. Et dans le même temps, on est passé de 40 bitcoins à 620 bitcoins. Et donc, cette différence, c'est une augmentation de fois. Ah, tu parles, pardon? C'est ma faute, j'ai oublié de démute. Si. Non, je disais, c'est bizarre, c'est pas le même chiffre. Quand on va sur le site internet, on voit 2201 bitcoins. Et là, tu nous parles de 600 à peu près. C'est quoi la différence? Je parle de l'opération de mars. Ok. Mars. Tu parlais plus généralement. Okay. Donc,
je vais répéter. En décembre, on avait 40 bitcoins et à peu près 100 millions Ok. d'actions. Et en mars, on avait 620 bitcoins et environ 200 millions d'actions. Ça veut dire qu'en une opération, on a été capable d'augmenter le nombre d'actions de 100 millions, c'est-à-dire de x2, en vendant ces actions à de nouveaux investisseurs à un prix plus élevé qui était le cas avant. Et avec l'argent récolté de cette émission d'actions, nous avons acheté pour 580 bitcoins, qui a augmenté le nombre de bitcoins Ouais. par fois 15. Et donc, alors je précise que ce n'était pas des actions, mais c'était de la dette convertible en actions, libellée en bitcoin, mais on y reviendra. Et ça a permis, en fait, d'augmenter le nombre de bitcoins sur le bilan par x15, alors qu'on a augmenté le nombre d'actions par x2. Et quand on fait donc les x15 divisé par 2, on obtient une augmentation du nombre de bitcoins par action, du nombre de bitcoins par action, de environ Ouais, très clair. x8. Et quand on fait une augmentation de x8, c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on appelle un BTC Yield, ce rendement en BTC, qui est pas un rendement traditionnel, mais ce rendement BTC, de 700%. Voilà. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est dû au fait que la société, de par cet avantage qu'elle fournit sur les marchés de capitaux, que l'on mentionnait juste avant, tous ces avantages par rapport à du Bitcoin en direct, c'est-à-dire de pouvoir accéder au marché de capitaux et de pouvoir fournir un accès plus simple, finalement, une expression indirecte plus simple au Bitcoin, eh bien, la société est capable d'avoir une valorisation qui est supérieure à la valeur nette du Bitcoin sur son bilan, précisément puisqu'elle a la capacité d'augmenter son Bitcoin sur le bilan au fil du temps. Et donc, l'utilisation de cette valorisation en vendant des actions à de nouveaux investisseurs permet d'accumuler du Bitcoin de manière plus rapide que Alors, l'émission d'actions. De j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, que cet effet, disons, de levier entre la valeur de l'entreprise et l'accumulation de Bitcoin, au départ, elle est très forte parce qu'on part de rien, parce que c'est un pivot de l'entreprise. Donc, forcément, on croit un peu plus dans une Bitcoin Treasury Company en 2024 que dans une entreprise qui est voilà, qui se cherche un petit peu. Mais cette asymétrie, à un moment donné, elle va se réduire. Donc, on n'aura plus les mêmes leviers. Donc ça va j'ai l'impression que ça va se rapprocher et qu'à un moment donné, on sera sur un, quoi, entre la valeur de la boîte et l'accumulation de Bitcoin. Est-ce que je me trompe de cette courbe un peu asymptotique qui va finalement se rapprocher, ou est-ce qu'il y a un élément qui manque à mon raisonnement? Alors, il y a une forme de gravité inévitable. C'est-à-dire, imaginons que si une société réussissait, alors c'est tout à fait improbable et ça n'arrivera pas, mais imaginons qu'une société arrivait à 20 millions de bitcoins sur son bilan, il est très peu probable qu'elle puisse en avoir plus que 21 millions. D'accord? Donc, voilà. Il y a une forme de gravité liée aussi à la rareté absolue du bitcoin qui fait que tous les acteurs du marché sont en compétition pour acquérir du bitcoin. Le prix du Bitcoin augmente de plus en plus d'acteurs veulent accumuler du Bitcoin, lèvent du capital, etc. Et donc, d'une certaine manière, il y a de plus en plus de compétition. D'une autre, le plus en avance la société à accumuler du Bitcoin, le plus, au fur et à mesure, elle se retrouve dans une situation tout à fait préférentielle par rapport au fait que dans 5 ans ou 10 ans, il sera tout à fait Ouais. impossible d'acheter 2000 bitcoins. Aujourd'hui, nous avons déjà Mmh, 2000 bitcoins. je vois. Et donc, C'est une course la compétition en sera fait, aussi de le plus en plus first dure. move advantage, entre guillemets, c'est en fait, il faut prendre de l'avance. Là, vous êtes dans cette stratégie-là de prendre le plus d'avance possible. Et c'est quoi votre stratégie donc après? C'est-à-dire, quand vous aurez pris cette avance, quand vous aurez accumulé le plus de Bitcoin possible dans le temps le plus réduit possible pour finalement prendre les devants par rapport à vos concurrents actuels et futurs, après, on fait quoi? Pardon de cette question un peu vulgaire, Alors, mais après, on fait quoi dès qu'on a accumulé et que après ça devient de plus en plus compliqué d'en acquérir parce que justement la boîte ne peut pas prendre autant de valeur dans un temps si réduit et en même temps l'offre sur le marché s'est réduite. Donc après, on fait quoi?
Alors, c'est plus qu'après. On considère que c'est maintenant. Et maintenant, c'est le vrai modèle de Bitcoin Treasury Company n'est pas réduit à lever des actions pour accumuler du Bitcoin. Le modèle de Bitcoin Treasury Company est de maximiser le nombre de Bitcoin par action à travers l'utilisation de différents types d'instruments financiers. Et donc, sur le court et moyen terme, cette émission de nouveaux types d'instruments financiers pour adresser différentes poches de capital au niveau local, au niveau régional, au niveau mondial, à travers différents types de classes d'investisseurs, va permettre aux meilleurs Bitcoin Treasury Company d'avoir une surperformance par rapport aux autres Bitcoin Treasury Company. Donc ça, c'est un premier aspect. Et une surperformance totale par rapport au reste des sociétés dans le monde. De l'autre côté, et plus tard, alors personne n'a de boule de cristal après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'accord. Cependant, il est probable que les sociétés qui auront le plus émis ces différents types d'instruments financiers, avec une vision long terme, parce que si on s'amuse à émettre des titres avec une vision très court-termiste et qu'on prend des risques significatifs, alors il est possible aussi que cet effet positif de prise de part de marché très forte aille dans l'autre sens. Et donc ça, on ne le souhaite pas. Et donc, il faut avoir une vision long terme, et à condition que la société ait suivi ces étapes pour devenir finalement une plaque tout à fait significative et une pierre angulaire des marchés de capitaux digitaux basés sur Bitcoin en tant que réserve de valeur, alors ces sociétés-là, et Capital B, pourraient avoir une place tout à fait importante au plan européen et mondial pour fournir des services autour des marchés financiers que l'on ne connaît pas nécessairement encore. Aujourd'hui, on sait que c'est l'émission de titres financiers permettant l'accumulation de Bitcoin. Demain, ça sera certainement aussi l'émission de nouveaux titres financiers. C'est juste qu'on ne connaît pas encore exactement quelles seront leurs formes dans 5 ans ou 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut voir ce que fait Stratégie, on peut voir ce que fait Metaplanet, et on a également innové. On a fait de la dette convertible libellée en Bitcoin qui nous a permis de lever directement du Bitcoin sans prendre de risque Alors de justement, crédit. on va revenir sur la différence avec les autres acteurs. Mais donc, ce que je comprends bien, c'est que pour l'instant, on est sur une stratégie à 5-10 ans d'accumulation. Et ensuite, eh ben, on verra bien ce que les marchés auront besoin et comment est-ce qu'on peut se positionner sur ça, quoi. Alors, ce sera exactement la même chose. L'objectif sera toujours de gagner plus d'argent. Et qu'est-ce que gagner plus d'argent? C'est accumuler de plus en plus de Bitcoin sur son bilan et maximiser le nombre de Bitcoin par action. C'est juste qu'il est très probable que dans 5 ans ou 10 ans, on accumule des Satoshi, puisqu'il sera tout à fait impossible potentiellement d'accumuler un Bitcoin même, potentiellement en Ouais. fonction du prix, de l'évolution du prix du Bitcoin. Et donc, de ce point de vue-là, l'objectif ne va pas changer, ça restera la maximisation du nombre de Bitcoin par action. C'est juste que ce sont les sociétés qui seront précisément les mieux positionnées dans 5 ans ou 10 ans qui auront le plus d'options à leur disposition. Okay. Deux questions, si on peut essayer d'y répondre rapidement, si c'est possible. Je te les pose les deux en même temps. C'est premièrement, ça va être sur les droits des actionnaires, justement. Deux questions que j'ai vues dans les commentaires qui m'intéressent, c'est la gouvernance. Est-ce que vos décisions d'achat, alors pas de vente, parce que visiblement vous vendez pas de Bitcoin, votre boulot vous c'est d'en accumuler, mais est-ce qu'il y a à un moment donné, il y aura peut-être de la vente, j'en sais rien. Et puis donc est-ce qu'il y a une gouvernance par les actionnaires? Est-ce qu'ils sont consultés avant une opération de ce type-là? Et deuxièmement, est-ce que vous prévoyez de verser des dividendes à vos actionnaires? Et si oui, est-ce qu'il y aura un twist particulier par rapport à votre activité bien spécifique ou pas du tout? Alors, là, c'est important de rappeler cette différence entre un fonds d'investissement et une société opérationnelle cotée. Nous sommes une société opérationnelle cotée. Et donc, la stratégie de Bitcoin Treasury Company est une stratégie propre à la société et tout à fait discrétionnaire. Et il se trouve que discrétionnairement, cette stratégie est
l'accumulation et la détention perpétuelle de Bitcoin. Et donc, par ailleurs, effectivement, toute société opérationnelle, les décisions à la fin principales sont prises à travers l'actionnariat qui décide de positionner certains membres du board et certains membres du management. Et donc, nous avons des assemblées générales de manière régulière qui approuvent la capacité de la société à pouvoir lever du capital. Et donc, on a obtenu en juin, par exemple, une autorisation de lever plus de 10 milliards d'euros en vue de la poursuite de la stratégie d'accumulation de Bitcoin de la société. Par ailleurs, il faut noter que ça, c'est un des grands avantages de Capital B, c'est la force et la stabilité de la base actionnariale précisément de Capital B. Elle est conformée de Adam Back, qui a aujourd'hui plus de 20% du capital de la société, qui est la seule personne mentionnée dans le livre blanc de Bitcoin, qui a littéralement inventé l'algorithme qui est utilisé dans le minage de Bitcoin. Donc, je pense que s'il y a une personne qui connaît le Bitcoin et qui est maximaliste Bitcoin, c'est bien Adam Back. Il y a également Fulgur Ventures, qui est le plus gros fonds de venture capital Bitcoin au monde, qui a, sur une base totalement diluée, environ 40% du capital. Et il y a également Bitcoin Magazine à travers UTXO Management, son fonds d'investissement, qui a quelques pourcentages de détention. Et donc, on voit qu'il y a une base capitalistique extrêmement solide, cœur à Capital B, qui fait que la pérennité long terme de la stratégie Bitcoin de la société est tout à fait forte et maintenue sur un très long terme et pas une base actionnariale court terme. Mais donc, pour reposer la question, les activités d'accumulation de Bitcoin ne sont pas soumises à la gouvernance parce que ça fait partie de l'activité même de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y aura, parce que c'est vrai, quand on parle de Bitcoin, décentralisation, gouvernance, c'est pas complètement déconnant, est-ce qu'à un moment donné, les investisseurs, ils auront accès d'une manière ou d'une autre à une dose de gouvernance, à des choix sur lesquels ils pourront se positionner ou pas? Et ensuite, on reviendra sur la partie versement de dividendes, puisque c'est une des questions qui nous a été posée. Alors, de fait, dès aujourd'hui, je consulte de manière quotidienne toutes les suggestions et tous les commentaires de nos actionnaires sur notamment X. Et j'invite nos actionnaires à me taguer, à taguer nos différents collaborateurs sur ce qu'ils pensent pouvoir être pertinent pour la suite. Et on le prendra en compte dans la mesure où ça contribue à maximiser l'augmentation du nombre de Bitcoin par action au fil du temps. Ça, c'est la stratégie. Et elle est très claire et elle est très simple. Elle consiste à maximiser le nombre de Bitcoin par action au fil du temps. Voilà. Et ensuite… sur la partie dividende, alors, on nous a posé la question… pas de dividende. En fait, la stratégie de la société est d'accumuler du Bitcoin et distribuer des dividendes reviendrait à accumuler moins de Bitcoin, ce qui ne serait pas en ligne avec la stratégie. En revanche, il y a des produits financiers qui ont été émis par stratégie, par exemple, de type action de préférence, qui sont tout à fait intéressants et qui pourraient être envisagés dans le futur, mais à condition que ça rentre dans une gestion de bon père de famille qui permettent de ne pas du tout prendre de risques sur un court terme. Autre question, et ensuite on viendra sur les projets, les ambitions de Capital B, notamment à l'international. Mais d'abord, tu nous as tout à l'heure mentionné évidemment Stratégie, donc anciennement MicroStratégie, qui est un peu l'entreprise qui a pavé un peu la voie de ces Bitcoin Treasury Company. On a aussi, tu nous as parlé de Metaplanet, qui est, je crois, japonaise et qui fait un peu pareil, hein, qui accumule aussi des cryptos. Il y en a d'autres. Et puis, il y a aussi des cryptos du Bitcoin.
Absolument, tu as raison de préciser. Et il y a aussi ces crypto treasury companies, donc des entreprises qui, elles, ont décidé d'accumuler autre chose que du Bitcoin. On a vu ça avec du Solana, on a vu ça avec de l'Ethereum, on va voir ça sans doute aussi avec plein d'autres cryptos. Dans les mécanismes financiers qui permettent d'accumuler ces cryptos, qu'est-ce qui fait la différence entre Capital Bay et les autres? Est-ce que vous avez copié un modèle ou est-ce que vous avez un petit peu voilà, adapté, notamment avec une réglementation européenne, je ne sais pas. Et ensuite, deuxième question, mais je te la reposerai si tu l'oublies, c'est qu'est-ce que tu penses de ces crypto treasury companies? Est-ce qu'elles se pourvoient complètement? Est-ce que c'est un effet de mode? Mais j'y reviendrai si tu veux bien. D'abord, la première question sur vos peut-être différences avec les autres Bitcoin treasury companies. Alors, nous avons adopté de manière très explicite le modèle exact de stratégie aux États-Unis, anciennement MicroStrategy. Nous pensons que c'est le modèle qui est le plus passable à l'échelle, que c'est le modèle qui a prouvé être le plus robuste et le plus performant au monde depuis les 5 dernières années. Et donc, c'est celui que nous avons adopté pour bâtir le MicroStrategy européen. C'est l'ambition et bien entendu, nous allons faire et nous avons fait et nous faisons les adaptations nécessaires par rapport à nos spécificités locales, mais c'est le modèle que nous poursuivons car nous considérons que c'est le plus performant et le plus robuste avec une vision tout à fait long terme. Metaplanet est l'exemple parfait d'une autre société, et c'est la deuxième société qui l'a fait après Stratégie, a adopté exactement le modèle Stratégie, et c'est la société qui a le plus performé en 2024. Stratégie est la société qui a le plus performé depuis 5 ans, Metaplanet est la société qui a le plus performé en 2024, et nous avons connu la plus forte performance suite à l'adoption de la stratégie en l'espace de 6-7 mois. Là, il y a eu une petite baisse, mais c'est la stratégie qui nous paraît la plus performante et surtout la plus robuste. Tu Ensuite, tu as une autre question non, là-dessus mais oui, parce que tout à l'heure, tu as dit que vous aviez quand même innové un petit peu. Voilà. Donc, cette stratégie consiste à être totalement focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoins par action au fil du temps avec des instruments long terme. Et donc, dans cette optique-là, ce que nous avons fait, c'est une innovation en mars, c'est de la dette convertible libellée en bitcoin. Une dette convertible, c'est tout simplement une dette que l'on paye en actions. On ne la paye pas en cash. Et donc, à moins qu'il n'y ait pas de conversion, alors on doit rembourser la dette. Mais l'objectif de l'investisseur comme de la société est qu'il y ait une surperformance de l'action et une conversion en action qui permet à la société de ne pas rembourser la dette en cash et d'avoir accumulé du coup du Bitcoin. Ce que l'on a fait pour éviter d'avoir un risque de repayer une dette en euros, c'est précisément d'avoir du Bitcoin qui arrive directement sur le bilan, de libeller la dette en Bitcoin, c'est-à-dire d'avoir une dette qui est en Bitcoin. Et si l'action de la société surperforme, mais sur une période de 3 à 5 ans, qui est très longue, alors la société a la capacité de convertir cette dette en action et donc de conserver le Bitcoin de manière perpétuelle sur son bilan. Et on considère que cette stratégie fonctionne précisément puisque c'est un horizon de 5 ans et que si on croit au Bitcoin et à la capacité de la société de continuer à augmenter du Bitcoin par action, alors toutes les probabilités sont pour la conversion, hors scénario complètement averse que l'on ne peut pas prévoir, alors toutes les probabilités sont vers la conversion de cette dette en action et permet à la société d'avoir donc accéléré de manière significative l'accumulation de Bitcoin avec un risque qui est minimisé. Deuxième question, c'est quoi ton sentiment sur ces crypto treasury companies, donc celles qui ont décidé d'opter pour pour d'autres crypto-monnaies que Bitcoin, en 2 mots? Alors, en 2 mots, je pense que, alors, c'est une analogie, hein, mais, et c'est pour rigoler un petit peu, mais
je suis assez sérieux, on n'offre pas une bague en plastique à sa femme pour se marier. D'accord ? Je pense qu'une crypto-trésorerie est une bague en plastique. Les crypto-actifs qui ne sont pas Bitcoin n'ont pas de rareté absolue et par conséquent vont tendre vers zéro contre Bitcoin. Et donc bâtir une crypto-trésorerie qui n'est pas donc une Bitcoin trésorerie, c'est se destiner à aller vers zéro. Donc il est possible d'obtenir un gain court terme d'un point de vue fiat en euros en pariant sur une nouvelle société qui lance une nouvelle stratégie. Mais ce n'est pas un investissement de type long terme. Et je pense que c'est une distraction qui fait perdre du temps et qui finalement fait perdre de l'argent puisque les investisseurs ne se concentrent pas sur les sociétés qui capitalisent sur le meilleur actif au monde qui est Bitcoin. Et en fait, perdre de l'attention, perdre du focus sur la société et sur l'actif et sur les sociétés qui capitalisent sur le meilleur actif au monde, à la fin, c'est perdre du temps et c'est perdre donc de l'argent et donc du Bitcoin. Et je pense que malheureusement, potentiellement, les investisseurs qui investissent dans des crypto-treasuries vont potentiellement perdre de l'argent si ils sont sur une perspective long terme et qu'à la fin, ils auront potentiellement moins de Bitcoin. Il me reste pas mal de questions. Est-ce qu'on peut pousser de 10-15 minutes l'interview ou pas? Sinon, il faut que je fasse un choix. C'est toi qui me dis. Allons-y. Merci en tout cas. Hein. Vraiment, encore, c'est hyper intéressant. Quelles sont tes relations avec Michael Saylor? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu lui parles régulièrement? Et quel est ton sentiment sur lui? Alors effectivement, je le connais depuis maintenant un petit moment. Je l'avais rencontré déjà il y a 2-3 ans quand j'étais chez Accenture lors d'un Strategy World, c'est la conférence annuelle de stratégie. Et ensuite, il m'avait invité lors de sa soirée exclusive du jour de l'an, où il y avait une centaine de personnes et où j'ai eu l'occasion d'avoir un bon échange avec lui face à face. Et on se revoit de manière régulière. Quand il y a des événements Bitcoin, on prend à chaque fois 30 minutes, 1 heure ensemble pour échanger sur les Bitcoin Treasury Companies, sur le modèle, sur les meilleures manières de croître en tant que Bitcoin Treasury Company. Et il me fait part donc de ses conseils et c'est une forme de coaching puisqu'il a une excellente expérience et vision et il me la partage et je prends le meilleur et je l'exécute en France et en Europe. 2 questions très rapides sur le sujet. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas aligné avec Michael Saylor? Et deuxième question, est-ce que les Bitcoin Treasury Company, vous allez ou est-ce que vous avez créé, je sais pas moi, un syndicat ou un consortium pour, je sais pas moi, être liés d'une façon ou d'une autre les unes avec les autres? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe ou pas? Alors effectivement, ça existe déjà un petit peu puisqu'il y a Bitcoin for Corporations, qui est une initiative entre Stratégie et Bitcoin Magazine, dont nous faisons partie à part entière, qui existe déjà. Ensuite, sur Michael, non, pas du tout. En revanche, il y a des aspects où, en fait, ce qu'il peut faire aujourd'hui avec la taille de Stratégie est un petit peu différent en termes d'exécution de là où nous en sommes. Et c'est pour ça qu'on a lancé ces dettes convertibles libellées en Bitcoin qui nous ont permis d'avoir une croissance significative là où il a d'autres leviers de croissance avec la taille. Et donc, nous sommes tout à fait en ligne. C'est juste que la stratégie est étape par étape jusqu'à la taille en question. Donc, non, absolument pas. Au contraire, tout à fait aligné avec la vision de Michael. Et voilà, il m'a aussi fait part de certaines félicitations par rapport à ce que nous avions pu faire
et aussi de certains conseils pour Ok, l'avenir. excellent. Alors là, vous êtes à 2201 Bitcoin. Enfin, en tout cas, hier soir, c'était le montant que je voyais sur votre site internet. L'objectif affiché, c'est d'acquérir 1% des Bitcoins dans les 8 prochaines années. En tout cas, c'est ce que j'ai vu et lu. Tu me corrigeras si nécessaire. Et puis, tu envisages un prix de Bitcoin entre 1 et 5 millions de dollars dans les prochaines années. Là aussi, c'est ce que j'ai un petit peu lu de tes précédentes interventions. Comment, sur quels éléments toi, puisque tu es directeur de la stratégie Bitcoin ou avec le board, hein, vous vous êtes basé pour fixer ces ambitions justement. Pourquoi 1% et pourquoi pas 2 Pourquoi entre 1 million et 5 millions et pas 10 millions? Enfin, est-ce qu'il y a des éléments tangibles ou est-ce que c'est un peu, un peu au doigt mouillé, quoi? Oui. Alors, tout d'abord, j'avais, dans mes expériences précédentes pour les banques, j'avais bâti des modélisations financières plus précises pour rentrer dans le détail de toutes ces estimations. À la fin, cette estimation est globalement corroborée par l'hypothèse que le Bitcoin est un meilleur actif de réserve de valeur que l'or. Et donc, du fait de sa rareté absolue, alors que l'or a une inflation de 2% par an, et donc qu'à minima, le Bitcoin devrait tendre vers, à minima, une capitalisation de l'or et même le dépasser puisque c'est mieux. Et donc, la capitalisation de l'or est de l'ordre de 10-20 trillions, alors que le Bitcoin est de l'ordre de 2 trillions. Et donc, si le Bitcoin devait atteindre la capitalisation boursière de l'or, alors le prix du Bitcoin devrait se voir multiplié par 10. S'il devait se voir multiplié par 10, le Bitcoin dépasserait 1 million d'euros. Et donc, dans cette période-là, peut-être de 5 ans, de 10 ans, l'or lui-même pourrait voir son prix augmenter. Et donc, ça ne serait peut-être pas 1 million d'euros, mais ça serait peut-être 2 millions d'euros. Et si on a une estimation que le Bitcoin pourrait être mieux que l'or, ce que l'on croit, alors il est même possible que le Bitcoin aille plus vers 2 fois l'or, et donc au lieu de 2 millions, 4-5 millions. Et si l'on pense que, en plus de ça, le Bitcoin va être la réserve de valeur mondiale et que, au fil du temps, le Bitcoin va absorber l'équivalent du marché monétaire, alors on peut estimer que, étant donné que le marché monétaire est de 100 trillions de dollars, que le Bitcoin pourrait aller au fil du temps vers 100 trillions de dollars. Et 100 trillions de dollars pourrait représenter 5 millions d'euros, voire dans les euros dans 10 ans, voire 10 millions d'euros. Et donc, cette perspective-là permet aussi de prendre un petit peu de recul sur des baisses momentanées de prix de l'action en se disant, d'accord, en fait, il y a plus de 2000 bitcoins sur le bilan de la société aujourd'hui. Et cette valeur-là, aujourd'hui, représente déjà 200 millions d'euros, 2201 bitcoins déjà. Cette valeur-là représente déjà 200 millions d'euros. Rien que si le bitcoin allait vers 1 million d'euros, x 10, c'est déjà 2 milliards en fait. Donc, les perspectives de la société, en fait, peuvent être aussi nuancées lorsque l'on a un peu peur des mouvements à la baisse sur le court terme par ne serait-ce que le potentiel long terme du Bitcoin. Et ensuite, c'est à la société de continuer à être extrêmement efficace sur les marchés de capitaux pour continuer à augmenter le nombre de bitcoins par action et ainsi permettre à ses actionnaires potentiellement de surperformer encore plus le bitcoin et au lieu de faire un potentiel x10, de faire un potentiel x30, x50. Alors, Alexandre, il nous reste 10 minutes et j'ai 4 questions. Donc, on va essayer d'y répondre de façon, voilà, on se donne 2 minutes 30 par question. Je sais que ce n'est pas un exercice facile.
pas ma Non, ça va. spécialité. Franchement, je trouve qu'on gère bien. Et après, c'est vrai que par rapport aux questions que j'avais préparées, il y a aussi celle du chat et c'est normal. Et donc, c'est pour ça qu'on dépasse un petit peu. Mais merci encore une fois de prendre le temps. Première question. La principale inquiétude des investisseurs, c'est évidemment une chute prolongée du prix du Bitcoin. Donc, comment vous préparez à ce scénario qui peut être extrême et comment vous rassurez, le cas échéant, les investisseurs sur ce type de scénario? Alors effectivement, étant une Bitcoin Treasury Company, le risque d'un point de vue purement financier, fiat, c'est précisément la baisse tout à fait soudaine et prolongée du prix du Bitcoin. Chacun doit faire son analyse, chacun doit établir sa propre conviction de pourquoi Bitcoin est la meilleure réserve de valeur. Chacun doit faire l'analyse de pourquoi le Bitcoin est le réseau le plus décentralisé et sécure au monde, soutenu, et c'est le seul réseau cryptographique majeur, soutenu par l'énergie du monde réel, qui est l'équivalent de 21 réacteurs nucléaires répartis dans le monde, l'équivalent de la Navy américaine en puissance de frappe, et l'équivalent de 300 millions de personnes. Donc, on peut décider de faire face à une armée de 300 millions de personnes, mais on peut aussi être totalement écrasé. Et donc, il peut être préférable, malgré un certain pourcentage de risque qui n'est pas inexistant, il est possible que le prix du Bitcoin s'effondre de manière prolongée si le Bitcoin échoue à ne pas continuer à être le réseau le plus décentralisé et sécure basé sur de l'énergie du monde réel. Mais il reste que le Bitcoin est la meilleure solution pour conserver la valeur de son travail dans le temps et dans l'espace. Et de ce point de vue-là, il y a une partie de gestion de risque à établir d'un point de vue purement personnel pour ne pas prendre de risques déconsidérés et être capable de soutenir une période à minima de 4 à 5 ans, car historiquement, ce n'est pas forcément garanti pour le futur, mais au moins on peut se baser sur ce qui s'est passé dans le passé. Sur 15 ans, historiquement, personne n'a perdu d'argent d'un point de vue euro en l'espace d'une durée d'un investissement d'au moins 4 ans sur le Bitcoin. Et donc, il faut avoir cette capacité sur le Bitcoin et a fortiori sur une Bitcoin Treasury Company de soutenir des périodes qui peuvent durer relativement longtemps de sous-performance d'un point de vue euro. Mais je tiens à rappeler que d'un point de vue de la valeur nette de la société, tout le business model de Capital B est précisément de continuellement augmenter en objectif cette augmentation du Bitcoin par action qui, si on croit dans le Bitcoin, est donc une valeur ajoutée par rapport à la détention pure de Bitcoin. Merci Alexandre. Autre question, est-ce que c'est quoi votre stratégie de croissance internationale? On parle des États-Unis, on parle d'Abu Dhabi. On a une question dans les commentaires qui dit si vous vous étendez aux États-Unis, est-ce que Stratégie deviendrait actionnaire de Capital B? Bon, je ne sais pas si c'est des choses qui sont le relais d'informations que tu as pu donner ailleurs ou si c'est juste des supputations. Mais en tout cas, voilà. Et quelle est votre stratégie de croissance internationale dans les prochains mois pour être assez concret? Bien sûr. Alors, la stratégie n'est pas d'acquérir d'autres Bitcoin Treasury Companies. Donc, ceci est très fortement improbable. En revanche, deux aspects sur cette stratégie d'expansion internationale. Le premier, c'est que nous avons déjà un ticker OTC US. La traduction, c'est qu'il y a une capacité pour des investisseurs américains d'accéder au titre de Capital B avec un titre dédié aux États-Unis. Mais ce titre, aujourd'hui, n'est pas encore complètement ouvert à tous les investisseurs. Et donc, nous travaillons aujourd'hui pour le plus vite possible, horizon septembre, d'avoir un ticker US qui soit accessible pour l'ensemble des investisseurs américains. Et pour ce faire, nous travaillons avec une entité qui s'appelle OTC Markets et avec un broker pour avoir la capacité pour le marché américain d'avoir un accès total à l'action. Et donc, ce qu'on peut anticiper,
c'est qu'au moment où nous aurons potentiellement ce ticker US totalement ouvert aux investisseurs américains, ça pourrait augmenter la demande pour l'action et la capacité d'accès et les volumes de l'action dans une période de rentrée qui pourrait être tout à Et fait là, les favorable. investisseurs américains, ils peuvent se dire, bon, MicroStrategy, c'est déjà trop gros aujourd'hui, vaut mieux peut-être aller investir chez le petit frère européen. Typiquement, ça peut être un comportement ou pas du tout? Alors, c'est tout à fait possible. En fait, l'avantage que l'on a à Capital B, c'est que nous avons un modèle d'affaires qui est tout à fait connu, qui est celui de stratégie, mais avec une rareté locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des dizaines de Bitcoin Treasury en Europe et surtout, il n'y a pas des dizaines d'acteurs avec ce niveau de conviction, ce niveau de focalisation sur le Bitcoin par action et d'expertise sur les marchés de capitaux. Et donc, les Américains peuvent bénéficier à la fois de l'exposition aux marchés de capitaux mondiaux, mais de la rareté locale en plus. Deuxièmement, l'autre aspect de l'expansion internationale, c'est que je me suis récemment déplacé à Abu Dhabi pour le processus de création d'une filiale en local aux Émirats arabes unis pour maximiser le potentiel d'expansion internationale de Capital B, à savoir que cette filiale est tout à fait une filiale interne au groupe Capital B qui vise à accélérer avec Capital B qui vise à accélérer cette capacité d'augmentation des levées de capitaux pour Capital B et de maximisation du nombre de bitcoins par action. Et j'ai déjà eu de nombreux meetings sur place avec des investisseurs de renom. Et pas que, il y a également d'autres initiatives que nous mettons en place. Et par exemple, des roadshows avec des investisseurs via des intermédiaires financiers américains et français avec qui nous travaillons pour accélérer nos capacités de levée de capitaux et de maximisation du nombre de bitcoins par action au fil du temps pour nos actions. Ok, on est bien. On continue. Avant-dernière question. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de concurrence sur cette accumulation de Bitcoin. Entre eux, on a des particuliers, on a des fonds d'investissement, on a des Bitcoin Treasury Company, et puis on a des États aussi, avec évidemment, on parle des États-Unis, mais demain, on peut envisager évidemment que d'autres États décident de commencer à accumuler du Bitcoin. Donc là, est-ce que vous voyez les États comme des concurrents aujourd'hui? Est-ce que ça rentre dans votre logique de se dire il faut qu'on prenne de l'avance sur les Bitcoin Treasury Company, mais aussi face à des États qui, eux, ont des leviers financiers qui sont beaucoup plus importants, évidemment. C'est quoi ton sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est qu'il est très probable que beaucoup d'États choisissent, et quand je dis qu'il est très probable, c'est que ça a déjà été le cas, choisissent à minima en partie d'avoir une exposition précisément à des Bitcoin Treasury Companies à travers leurs fonds souverains. Donc, c'est déjà le cas, par exemple, de la Norvège, qui a, à travers ses fonds souverains, investi dans quelques Bitcoin Treasuries. C'est déjà le cas de certains autres fonds souverains qui ont déjà pris quelques participations. C'est le cas aussi, bien entendu, d'autres acteurs que fonds souverains qui peuvent être liés à des entités souveraines. Et donc, d'une part, quand les États accumulent du Bitcoin, c'est quelque chose qui a vocation à accélérer encore plus l'adoption de Bitcoin et donc la valorisation des Bitcoin Treasury Companies. Et de ce point de vue-là, c'est donc un facteur extrêmement positif pour les Bitcoin Treasury Companies. Et d'autre part, en plus, les fonds souverains et les États auraient intérêt et ont déjà commencé à réfléchir ou à agir sur le marché de ce point de vue-là. Donc, et donc, on peut anticiper. Dans tous les cas, vous êtes gagnant, quoi. Dans tous les cas. Ouais. Oui, je vois. Tout à fait. Dernière question, le minage de Bitcoin, parce que une boîte qui veut accumuler du Bitcoin, il peut décider d'émettre des actions convertibles, il peut en acheter, mais il peut aussi en fabriquer. Bon, alors, quelle est là aussi, si vous en avez une, votre stratégie?
liées au minage. Évidemment, on peut pas ne pas parler du rachat partiel d'Exaion, la filiale d'EDF, par Mara Holding, qui est une boîte, l'une des plus grosses boîtes de minage de Bitcoin, qui a fait un peu l'actualité ces dernières heures. Mais quelle est voilà, je sais pas, la stratégie de Capital B sur le minage? Est-ce que demain vous allez annoncer que vous-même allez miner du Bitcoin pour accélérer encore plus, sans avoir à les acheter finalement, votre capital de Bitcoin? Alors, le minage est une activité qui est extrêmement intéressante au moment où l'on récupère des bitcoins grâce au minage de bitcoin. En revanche, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'investissement. Investir aujourd'hui dans autre chose que du bitcoin pur, à minima pour une Bitcoin Treasury Company cotée en bourse, c'est quelque chose qui peut sortir du modèle d'affaires principal de la société. Et donc, il est tout à fait envisageable, et nous explorons bien évidemment de potentiels partenariats avec des acteurs qui seraient en mesure d'apporter du Bitcoin de certaines manières pour avoir en échange des titres financiers de Capital B. Ça, c'est tout à fait envisageable. En revanche, se lancer dans une activité à part entière de minage, ça, ce serait quelque chose qui sortirait de notre stratégie, puisque pour réussir dans la vie, il faut être le meilleur en se focalisant sur une chose en particulier. Notre chose en particulier, c'est l'émission de titres financiers pour l'accumulation de Bitcoin dans des conditions qui augmentent le Bitcoin par action. Ce n'est pas l'investissement dans de l'infrastructure avec un espoir potentiel d'obtenir du Bitcoin avec du minage. Il y a des sociétés qui le font à titre professionnel depuis des années, comme Marathon et comme d'autres, et qui le feront certainement mieux que de nouveaux acteurs. Donc, ce n'est pas notre focus. En revanche, nous explorons tout à fait des partenariats avec des acteurs, quels qu'ils soient, qui ont du Bitcoin sur le bilan, mais qui ne sont pas listés, par exemple, et qui pourraient avoir intérêt à faire un partenariat avec une Bitcoin Treasury Companies et, par exemple, d'utiliser notre dette convertible libellée en Bitcoin pour ce faire. Ok, merci beaucoup. Dernière question subsidiaire, Alexandre. Le Bitcoin d'ici la fin de l'année, tu le vois à combien, toi? Je pense qu'un Bitcoin égale un Bitcoin et que le prix en fiat n'a vraiment aucune importance. Je pense qu'il faut s'abstraire d'estimations court terme. Je donne des estimations long terme pour donner la taille de l'opportunité, mais il n'y a aucune certitude sur l'horizon de temps exact. Maintenant, par rapport à la demande très forte du marché, que ce soit corporate, que ce soit institutionnel, fonds d'investissement et même État, il est tout à fait probable que cette année n'ait pas dit son dernier mot par rapport à ce que peut faire le Bitcoin en termes d'euros. Et donc, je pense qu'il faut plutôt réfléchir d'un point de vue très long terme et se dire qu'un Bitcoin vaut un minima aujourd'hui la valeur de la capitalisation boursière de l'or et donc vaut à minima 1 million d'euros. Et donc, aujourd'hui, il a un discount de moins 90%. C'est ça qui est important à noter plutôt que de se demander quel va être le prix dans 3 mois. En fait, ce n'est absolument pas important. Ok, merci, très clair. Alexandre, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. J'ai passé un excellent moment. J'espère en tout cas qu'on a réussi voilà, à faire un petit peu le tour du sujet. Désolé pour les questions, dont certaines un peu longues, je reconnais, de ne pas avoir pu poser toutes les questions du chat. Mais en tout cas, j'ai pris… Non, je m'excuse auprès des auditeurs. Non, toi, tu as été parfait. Tu as vraiment fait l'effort de répondre à tout et en toute transparence, même aux questions un peu touchy, hein, parce qu'on est là pour ça aussi, bien sûr. Et puis, Alexandre, on va te souhaiter un bel été studieux, puisque pas de vacances, tu nous disais en début d'émission. Et puis, je te donne rendez-vous d'ici peut-être une petite année pour voir un petit peu voilà, comment Capital B a évolué et comment vous avez rempli ou pas d'ailleurs vos objectifs. Merci encore d'être passé ce matin sur GM Web3. Merci beaucoup à toi et à tous pour nous avoir suivis. Merci à beaucoup. Bientôt. Salut. À très vite.
Bien, cette émission est terminée. J'espère que vous avez eh bien, appris des choses. J'espère que vous avez apprécié l'échange. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire sur l'ensemble des réseaux. Vous pouvez également contribuer à la chaîne en contribuant sur le Tipeee que nous avons lancé ici. Merci à celles et ceux qui ont déjà donné. C'est très important et ça nous soutient et ça nous permet de continuer à vous proposer ce genre de format. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux numéros de GM Web3. Je peux d'ores et déjà vous donner les invités de la semaine prochaine. Attendez, bougez pas. Parce que je ne les connais pas tous par cœur. Qu'est-ce que je vous donne? Non, vous savez quoi? Je ne vous donne rien. Voilà, ce sera la surprise. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et encore merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye.